Nous sommes le 12 octobre 2018. Une longue journée nous attend pour la visite de Prague, qui a son centre historique inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Avant la visite au château, nous profitons d'un circuit panoramique en bus. Capitale de la Tchéquie, elle est, avec ses 1 300 000 habitants, la plus grande ville du pays. Par le passé, elle assuma déjà ce rôle de capitale pour le royaume de Bohême, le Saint-Empire romain germanique, la Tchécoslovaquie. Surnommée la ville aux 1000 clochers, elle a miraculeusement échappé au bombardement de la Seconde Guerre mondiale. Les styles architecturaux se côtoient, roman, gothique, baroque, rococo, art nouveau et cubiste. Bien assise au centre de l'Europe centrale, plus ou moins à mi-chemin sur l'axe nord-sud, Baltique-Adriatique, et est-ouest, Atlantique-Mer Noire, mais aussi à mi-chemin entre Vienne et Berlin, elle a une économie florissante avec un taux de chômage bas. Arrêtons-nous quelque peu sur quelques éléments historiques de la ville. 9e siècle, première notion d'un château sur la rive gauche de la Moldau. 10e siècle, la cité devient évêché. 12e siècle, premier pont sur la Vltava. 14e siècle, sous Charles IV, roi de Bohême et futur empereur de l'Empire romain germanique, construction du pont Charles et édification de la cathédrale Saint-Guy. C'est l'âge d'or de la ville. Elle compte alors 40 000 habitants. C'est la 3e ville d'Europe. Le XVe siècle est marqué par l'influence de la Réforme et la préférence pour le protestantisme. Le XVIe et XVIIe siècle voient le retour des Habsbourg et du catholicisme. La fin de la guerre de 30 ans apporte une paix bienvenue au développement culturel et architectural du baroque. 1784, une date importante, fusion de 4 localités aujourd'hui quartiers de la ville qui atteint alors 76 000 habitants. 19e siècle, affrontement contre la monarchie, conflit avec les Juifs et les Allemands, modernisation de la ville, on installe le tramway, les égouts, le gaz sont mis en souterrain, les rues sont élargies, les murailles disparaissent. Le XXe siècle nous est mieux connu. Formation de la République tchécoslovaque, envahissement des armées allemandes puis des Russes, période communiste avec révolte en 1968, 1989, révolution de velours, installation de la République avec Václav Havel comme premier président, 2004, entrée du pays dans l'Union européenne après sa séparation pacifique d'avec la Slovaquie en 1993. Entre-temps, nous voilà arrivés dans le quartier du château. Le bâtiment est le plus grand château ancien au monde, avec ses 570 mètres de long, résidence de tout temps des dirigeants locaux, roi de Bohême, empereur du Saint-Empire romain germanique, président de la République tchécoslovaque, puis tchèque, ce qui explique la surveillance policière et la fouille des touristes. Nous sommes maintenant dans la 2e cour du château. Ici, la chapelle de la Sainte-Croix avec le trésor de Saint-Guy. Ici, l'entrée du bureau du président gardée seulement à l'intérieur. Nous nous dirigeons vers la première cour qui donne sur l'une des entrées du château avec son portail monumental surmonté de titans en pleine lutte. C'est là qu'a lieu la relève de la garde.
Entrez dans la troisième cour. Devant nous, la cathédrale Saint-Guy. Elle s'appelle en réalité Saint-Guy, Saint-Venceslas et Saint-Adalbert, un exemple grandiose d'architecture gothique, la plus grande du pays. Son origine date de 925, lorsqu'il fallut trouver un emplacement pour la relique de Saint-Vite. Lorsque Prague est élevée au rang d'évêché, en 973, l'église devient cathédrale. En 1060, c'est un édifice de style roman de 70 mètres de long qui fait l'admiration de ses contemporains. En 1344, Prague est élevée au rang d'archevêché par le pape Clément VI. Le roi Jean et son fils Charles IV, futur empereur, veulent en faire un édifice digne de ce rang et demandent à Mathieu d'Arras, grand constructeur de cathédrales en France, d'en devenir l'architecte. Elle doit être le lieu de couronnement et de sépulture des empereurs de la famille de Bohême-Luxembourg. Sa construction ne sera achevée qu'en 1929, soit environ 6 siècles plus tard. Elle fut d'abord à l'image de la cathédrale de Narbonne. Le premier architecte n'aura que le temps de construire le chœur et le chevet en forme de couronne polygonale avec 5 chapelles. Peter Parler va construire le haut du chœur, la porte dorée et le haut de la nef, et ainsi de suite avec divers architectes qui vont imprimer leur goût et ceux de leur époque, avec des périodes d'interruption lors de guerres. Les styles se suivent, tour sud avec bulbe Renaissance, puis baroque après son incendie. À la fin du XIXe siècle, les tours sont en style néo-gothique. En 1867, les joyaux de la couronne de Bohême y sont abrités, protégés par 7 serrures. Voici le tombeau de Saint Jean de Napomucène, prêtre et martyr. Il entra en conflit avec le roi Venceslas Ier, fut torturé et jeté dans la Moldau. C'est l'un des saints les plus vénérés, patron des bateliers, des ponts, des prêtres et de tous les hommes qui ont un contact avec l'eau. Il a aussi sa statue sur le pont Charles. Son plan est celui d'une croix latine traditionnelle, comme la plupart des églises gothiques françaises. Elle possède un haut vaisseau éclairé par une claire-voie, avec une nef et un chœur se terminant en abside, ainsi que 2 basses nefs latérales. Nous sommes maintenant dans la troisième cour du château. Statue de Saint-Georges au combat. La tour sud a 96,5 mètres de haut. Sa cloche date de l'empereur Rodolphe II. L'entrée principale de la cathédrale. Dessus de la porte d'or, la mosaïque datant du XIVe siècle. Le jugement dernier. Toujours et encore la troisième cour du château, vue dans son ensemble, avec l'obélisque au centre. Nous allons maintenant visiter l'ancien palais royal, où la vidéo n'est pas bienvenue. Voici un beau point de vue sur cette cité aux 1000 clochers, malgré la brume matinale. De l'arrière de la cathédrale avec l'abside du chœur. Le palais de Rosenberg. Le palais Rosenberg fut construit entre 1545 et 1570 par les seigneurs de Rosenberg,
en style Renaissance. Il fut affecté plus tard à l'éducation des jeunes filles de l'aristocratie, puis, après une grosse rénovation, à celle de familles nobles désargentées. Autrefois, il était rattaché au palais royal par un long couloir en bois qui n'existe plus. À la fin du XIXe siècle, l'église a été reconstruite en style néo-roman. Nous allons maintenant visiter la rue d'Or. Celle-ci dessert une série de petites échoppes et maisonnettes de couleur mitoyennes adossées à l'enceinte du château, côté nord, entre la tour Blanche et la tour d'Aliborka. Au numéro 22, au cours de l'hiver 1916-1917, Franz Kafka écrivit son œuvre « Un médecin de campagne ». Aujourd'hui, la boutique est occupée par un libraire. C'est au 12 que se retrouvent des poètes et écrivains au XXe siècle. Ce nom de ruelle d'or serait lié à la présence d'alchimistes qui cherchaient à fabriquer ce noble métal. Liste de certaines personnalités qui ont résidé ici, dont les archers du château. Depuis ces murs d'enceinte du château, nous avons également une vue est-sud-est sur la ville de Prague. En contrebas, dans la zone du petit côté, un palais baroque. Prague compte 1,2 million d'habitants sur 50 km², mais les touristes sont au nombre de 10 millions par année. Dans le premier arrondissement, tout au centre, il n'y a que 40 000 habitants. La deuxième défenestration de Prague date de 1618, début de la guerre de 30 ans. Ferdinand, candidat au trône de l'Empire, fervent catholique, soutient la contre-réforme et finit par défenestrer la délégation protestante. Tombé sur un tas de fumier, ils s'en sortent pratiquement indemnes. Sur la place, en face de la cour numéro 1 du château, se trouve le palais épiscopal. Pour rejoindre la rivière et le pont Charles, nous empruntons la rue Neruda, du nom du poète Jan Neruda, qui y vécut. Il y a non seulement les enseignes, mais également les lampes à gaz, qui rappellent le passé et qui sont toujours en fonction. C'est l'une des plus belles rues de Prague, bordée de façades remarquables, autrefois de style Renaissance, aujourd'hui surtout baroque, de même que les palais du même style. C'était l'emplacement des murailles de la ville. Dans la partie basse habitaient les artisans qui confectionnaient les éperons. Ici, l'habituelle colonne de la peste. Nous nous dirigeons maintenant vers le pont Charles, la zone la plus fréquentée de la ville, ce qui commence à irriter sérieusement ses habitants qui se sentent pris au piège et agressés par certains touristes fort mal éduqués. C'est un peu comme à Barcelone, Berlin, Venise, etc. En 2004, ces mêmes touristes étaient moins nombreux. Un marionnettiste pouvait sans autre installer son spectacle sans risque d'être emporté par la masse humaine. Aujourd'hui, il ne reste que quelques portraitistes. On dit que pour capter un peu la magie de Prague, il faut la surprendre à peine sortie des brumes du petit matin. On a alors l'impression de se retrouver au Moyen-Âge. Pas de bruit de voiture, des immeubles d'époque. Mais à cette heure du début d'après-midi, si les statues sont toujours là, les touristes aussi. La construction de l'ouvrage se fit en style gothique, mais le baroque transforma ses 27 arches.
Une trentaine de bateaux sillonnent la rivière, transportant environ un demi-million de passagers par an, surtout en trafic local et touristique. Ce monument à l'honneur de Saint Napomucène, jeté dans la rivière depuis ce pont, attire beaucoup de badauds qui viennent toucher cette représentation du saint qui apporterait le bonheur. Elle se situe au milieu du pont. Vous ne pouvez pas la manquer, il y a presque toujours un attroupement auprès d'elle. Nous arrivons de l'autre côté du pont, dans le quartier de Stare Mesto, en passant sous cette tour gothique construite au XIVe siècle. Ce pont est si célèbre car il dégage une très belle vue sur la ville, relie deux quartiers touristiquement intéressants, est orné de statues à haute valeur symbolique. La statue de Charles IV, roi de Bohême en 1347, empereur du Saint-Empire romain germanique après bien des intrigues, soutenu par le pape Clément VI. Il sera le bienfaiteur de Prague, début de la construction de la cathédrale Saint-Guy, Pont Charles, première université germanique d'Europe, agrandissement de la ville hors de son enceinte. Nous allons vers la place de la Vieille Ville. Au Moyen-Âge, la cité était 5 mètres plus bas, ce qui fait que les rez-de-chaussée d'autrefois sont maintenant des caves qui accueillent des restaurants. En face, un immeuble en pur style baroque. Ici, la petite place avec son marché local. Devant nous, la célèbre place de l'Hôtel de Ville qui n'a jamais changé de forme tout au long de son histoire. La rue Seletna débouche sur la place du marché médiéval où avaient lieu les duels. Autour de vous, un florilège de constructions de styles variés. Porches gothiques, fresques Renaissance, frontons baroques, un raccourci architectural de plus de 500 ans. Cette place porte cependant un lourd héritage de l'histoire tchèque. L'ignominieuse exécution publique de 27 nobles, bourgeois et chefs spirituels de religion protestante, comme la grande majorité de la population à cette époque, un crime commandité par le pouvoir des Habsbourg, favorable à la contre-réforme et à la centralisation étatique. Avec l'événement de la deuxième défenestration de Prague, c'est le début de la guerre de 30 ans, période sombre pour ce pays. Heureusement que, en ce XXIe siècle, tous ces événements sont oubliés. Les marchands ambulants, les artistes ont envahi les lieux, au grand plaisir des touristes, encore très nombreux en ce mois d'octobre, exceptionnellement ensoleillé et chaud. Les tours de l'église Notre-Dame de Tain surveillent la scène, immuables. D'ici peu, ces mêmes touristes vont se déplacer en face de la tour de l'Hôtel de Ville pour assister au spectacle de l'horloge. Celle-ci fut construite en octobre 1410 par Nicolas Cadao, remaniée en 1490 par Anous de la Rose. Nombreuses furent les réparations au cours des siècles. Dans sa partie haute, on trouve 4 allégories, de gauche à droite. La vanité avec un miroir, l'avarice avec un juif au nez crochu, la mort avec un squelette et une petite clochette, et enfin la convoitise avec un prince turc et sa mandoline. Le cadran astronomique a une partie fixe représentant la terre et le ciel. S'y déplacent 4 mobiles principaux, le cercle du zodiaque, la terre et la lune en modèle réduit et un cercle externe oscillant. Il y a encore un cadran avec des chiffres romains permettant la lecture de l'heure locale. Cette horloge nous donne donc
l'heure locale actuelle et ancienne de la Tchécoslovaquie, la position du Soleil et de la Lune dans le ciel, la phase lunaire actuelle, le signe du zodiaque en cours, le temps sidéral. En 1882, on a rajouté un coq. Il annonce la mort prochaine en sortant à la fenêtre. Le marché ici présent est le plus ancien de Prague. Il existe depuis 1232. Ils maintenant vers la place Venceslas. La place Venceslas a joué un rôle important dans l'histoire tchèque, notamment en 1848. Elle devient le symbole de l'unité nationale. En 1918, c'est un lieu de manifestation pour l'indépendance. En 1968, c'est là que les Tchèques tentent de bloquer les chars soviétiques lors du printemps de Prague. En 1969, l'étudiant Jan Palach s'immole par le feu au pied de la statue équestre. Devant nous, la maison de l'Art Nouveau.